Salut les amis, vous regardez ou vous écoutez le format Microphone. Microphone c'est quoi? C'est une saison, 10 invités, 10 personnalités différentes qui sont rassemblées par un objet, le micro. Ces 10 créatifs auront à cœur de partager leur vie, leurs rêves, leurs galères. On va essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés à parler dans un micro. Passez un bon épisode. Nouvel épisode de Microphone, merci d'être là et de continuer à nous regarder et nous écouter. On reçoit aujourd'hui un super artiste qu'on a du mal à ranger dans une case et c'est tant mieux. Il vacille entre la poésie, le rap, la musique. Je suis trop content de vous le présenter. Voici l'Hémophile. Salut. Salut l'Hémophile, ça va? Ça va. Merci d'être là. Merci à toi pour l'accueil. Merci à tous. Ça fait grave plaisir de te recevoir. On commence toujours l'émission de la même manière. Je demande aux gens de se présenter de la manière dont ils le souhaitent. Tu n'es pas obligé de parler de ta musique. Tu fais ce que tu veux en fait. Mon nom d'artiste c'est l'Hémophile. Je fais du rap poétique et de la chanson française qui vient d'un tout petit village. Moi j'ai grandi entre les arbres silencieux. Donc j'essaye de ramener les contes et légendes de mon coin et de les amener un peu de partout en France. Tu viens d'où exactement? Je viens d'un petit village qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon, dont je suis très fier. Comment on appelle les habitants Du Chambon-sur-Lignon, Ouais. Les Chambonnais. Eh bisous à tous les Chambonnais qu'on peut croiser. Non mais Oui. trop bien, en vrai, tu représentes la France. C'est où exactement en France? C'est en Haute-Loire, peut-être ça va pas te parler, le Puy-en-Velay et un peu plus loin Saint-Étienne. Ok. Voilà, en gros on est à 1 heure de Saint-É. Et voilà, c'est un petit village qui à la fois est... On pourrait avoir l'impression que c'est un peu nulle part, mais pour nous c'est vraiment, ça a beaucoup de sens de venir de là-bas. Et puis il y a toute une histoire autour de ce village. Donc voilà, très fier de venir de ce coin. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Et comment tu... Donc toi, on a dit que tu fais de la musique. Alors comment tu définirais ton style exactement? Tu disais, tu disais rap poésie juste avant. Ouais. Comment toi, quand on te demande de présenter ta musique, tu la définis? Pour moi, c'est un peu un mélange entre 3 grandes influences que j'ai eues. Il y a eu la chanson française par ma famille, parce qu'on chante beaucoup dans nos repas de famille, au roi Noël, aux anniversaires. Donc il y a eu tout, Brel énormément, très inspiré par lui, son côté théâtral, Aznavour, Barbara, voilà un peu tous ces grands classiques. Et puis après, il y a le rap qui est arrivé très rapidement avec mes potes au collège, au lycée. Et puis moi, j'avais la spécificité de vraiment kiffer les rappeurs qui étaient très centrés sur l'écriture. Je pense à Giorgio, qui est le premier album que j'ai acheté, mais aussi Galfay, Isha, This Is, Diams à l'époque. Puis il y a des gens plus récents, genre Ziné, une rappeuse plus récente. Donc j'ai commencé à écrire les premiers raps et après il y a le côté poésie qui est arrivé. J'ai fait une prépa littéraire et dans cette prépa il y avait une prof de littérature qui était hyper passionnée et qui nous invitait à lire des poèmes en début de cours. Et c'est devenu un peu mon truc dans la classe, j'étais le mec qui disait les poèmes en début de cours. Mon rapport à la littérature a un peu changé, où je me suis mis vraiment à chercher moi des poèmes qui me plaisaient, plus qu'un devoir ou à rendre. Ouais, t'as rencontré la poésie qui t'allait en fait. Voilà, exactement. Ouais. C'était moins sous le signe de la contrainte. Ok. Et donc, à la fois, ça a pu inspirer des textes, mais aussi ça m'a donné une forme d'exigence dans ce que j'écrivais, dans les raps que j'écrivais. Où je me disais, en fait, il y a des poètes et poétesses qui se sont fait chier à choisir le bon mot pour que ça sonne juste, pour qu'il y ait du rythme et tout ça. J'ai pas le droit, moi, de servir de la merde aux gens, entre guillemets. Et donc, il faut que je fasse un travail. Ils méritent qu'on s'acharne sur ce qu'on écrit. Ouais. Et donc, ça a un peu élevé le niveau un peu de ce que je pouvais écrire au début pour les potes qui étaient vraiment minables. C'est vrai que là, la spécificité de ta musique, quand on l'écoute, c'est tu racontes des histoires, quoi. Tu nous emmènes dans un voyage sur des thèmes soit d'amour, soit des thèmes assez variés finalement. Mais comment toi, tu t'écris? C'est quoi ta manière d'écrire? Effectivement, je pense qu'il y a toujours ce côté d'histoire que je veux retrouver parce que je trouve que ça permet de mieux suivre ce que je raconte. Et puis, comme je disais, je viens d'un petit village vraiment spécial. Où on a ce goût un peu de raconter des légendes, où il y a des créatures un peu, des esprits, des créatures, on a déjà ce goût un peu de raconter, donc je pense que j'ai envie de le faire aussi dans mes musiques. Et du coup, ça c'est un peu le point de départ, souvent j'essaie de trouver une histoire à raconter. Et après, une fois que j'ai mon thème, et puis après l'axe, donc qui va parler, dans quelle position je me mets, à ce moment-là, je m'enferme, il faut que je sois tout seul, que j'ai plusieurs heures devant moi. Je mets de la musique en boucle,
je trouve une musique qui correspond un peu à l'émotion dans laquelle je suis. Ok. Si c'est de la tristesse, de la nostalgie, de la joie, enfin peu importe. Je trouve une instru qui colle et je la mets en boucle. Donc souvent ça nique mes top Spotify parce que Ah oui, à la fin de l'année, on te dit que c'est toujours le même. Bah ouais, en même temps, si c'est ces C'est- musiques-là qui C'est t'inspirent. toujours Max Richter, premier, Ok. genre indéboulonnable depuis genre 3 ans à cause de ça. Mais en tout cas, voilà, je chope une musique qui me plaît et puis j'écris. Et à la fin, en gros, de la session qui peut durer, je sais pas, 2 heures, 3 heures au plus si jamais, Mhm. et bien souvent j'ai au moins l'armature du texte. Il peut y avoir des petites modifs après, tu vois. T'as comme une grosse base. Ouais, complètement. Donc c'est quasiment fini souvent. Ok. Ça, c'est fou. Et après, toi, tu bosses pas tout seul, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Comment ça s'organise après pour rendre ça Bien sûr. vivant, rendre la chanson vivante, quoi. Bah, une fois que j'ai mon texte, et ben, je vais voir Martin Vigne, qui est le compositeur du projet. Ok. Et qui, en gros, on s'est rencontrés sur une scène ouverte. Quand j'ai débarqué à Paris, moi, de mon petit village avec mes textes, j'étais un peu solo, j'avais moins de potes ici. Et Paris, c'est quand même une ville qui est assez impressionnante quand on arrive. Et en fait, j'ai tapé sur Facebook scène ouverte, slam, poésie, tout ça. Et je suis tombé sur une scène ouverte, j'y suis allé. Et il y avait un grand barbu derrière son piano, un peu effrayant, qui a oublié de m'appeler 3 fois quand même. Donc Ok. on a failli s'embrouiller. Et finalement, quand je suis passé, ça s'est super bien passé. Puis ça s'est fini en soirée after après. Et en fait, on s'est rencontrés à la fois artistiquement et amicalement. Et depuis, on fait de la musique ensemble. Et donc, j'arrive avec mes textes. Et lui, il a cette faculté de vraiment sentir, sentir l'émotion qu'il y a derrière. Et de tout de suite capter. Et souvent, les premières impros qu'il fait sur mes textes, bah, c'est ce le qui mood. fonctionne, Ah ouais, Ah, c'est vrai que c'est l'instinct de la première c'est fois. hyper impressionnant. Bah, les scènes ouvertes qu'il organisait, en fait, il accompagne au piano des gens pendant 3 heures d'affilée. Les gens passent, viennent dire des textes. Et lui, à chaque fois, il s'adapte. Ah, c'est fou. Mais c'est un zinzin, genre, il y a une fois, il y a une fille qui est venue faire un texte de Barbara, enfin, qui est venue faire Dis quand reviendras-tu de Barbara, mais en le parlant. Ok. Et du coup, le rythme n'était pas le même, puis elle l'a pas annoncé, mais lui a reconnu le texte, il a retrouvé l'air un peu dans sa tête, et il s'est mis, vache. mais il pouvait pas le jouer exactement pareil, donc il l'a adapté pour que ça colle aussi à son phrasé. Enfin, en vrai, il est Ah genre... ouais, il a une écoute. Exactement. Je pense sa plus grande force, c'est son écoute. C'est fou ça. Mm. Ok. Et donc une fois que c'est Martin, c'est ça, hein? Ouais. Une fois que Martin est passé par là, comment ça se passe? Vous avez un produit fini? C'est pour essayer de comprendre un peu le cheminement d'une Ouais, chanson. bien Comment sûr. tu crées une chanson? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Bah, ça donne ce qu'on appelle une maquette. Ok. Donc c'est une première version, disons. Et après, il va y avoir tout le travail d'arrangement. Ok. Donc l'arrangement, c'est une fois qu'on a, par exemple... donc lui, il va trouver un peu les accords qui vont faire un peu le thème. On va construire la structure aussi. Qu'est-ce qui va être le couplet? Qu'est-ce qui va être le refrain? Donc là, c'est la maquette. Et on a un peu une idée globale du morceau. Mais souvent, ça manque un peu de... On veut rajouter des instruments, des textures. Je sais pas, on peut rajouter du sound design à des moments. Et donc, on va faire ce travail d'arrangement. Alors, moi, j'ai la chance que du coup, Martin est vraiment à fond sur le projet. Donc, il fait tout ce travail d'arrangement. Mais des fois, tu peux solliciter... je sais pas, des fois, on a sollicité une bassiste qui s'appelle Camille Frélex ou notre violoncelliste qui s'appelle Marion. Ou d'autres compositeurs. En fonction, si on bloque sur un morceau, on peut appeler d'autres compositeurs qui sont... Genre là, on a fait un morceau qui s'appelait Enivrez-vous, qui était plus électro et on voulait que ça tape un peu. Ben, on a appelé un artiste qui s'appelle Mew, qui fait de l'électro, qui est monstrueux aussi. Et du coup, lui a apporté ce côté plus rythmé. L'étoile à l'oiseau, à l'horloge, à tous ceux qui fuient, à tous ceux qui gémissent, à tous ceux qui roulent, à tous ceux qui chantent, à tous ceux qui parlent. Demandez quelle heure il est. Une fois que c'est prêt, on peut enregistrer la voix définitivement, que tout soit bien calé. Une fois que c'est fait, il y a tout le travail de mix, qui est vu avec un ingénieur du son. Et puis de master à la fin. Voilà. Et donc le produit fini, c'est ce qu'on appelle le master. Ok, c'est la dernière étape, quoi. Voilà, exactement. Tout est passé, le son est clean Voilà, et prêt à être diffusé, quoi. exactement. Et la stratégie, quand on est un artiste en début de carrière, comment t'as fait, toi, pour que tes sons soient écoutés? En fait, t'es un peu comme dans toutes les industries créatives, t'es dans une jungle, en fait, au début.
Ouais, bien Au sûr. début, tu es parmi des millions de gens qui essayent de se lancer. Comment toi, tu as vécu ça? Comment tu t'es dit, bah, pour m'écouter, il faut que je fasse ci ou ça? Ouais, c'est une vraie question de. En fait, c'est devenu tellement facile de faire de la musique maintenant parce que, bah, en fait, faire un home studio chez soi, c'est possible et ça permet de sortir de la musique. Puis maintenant, il y a ce qu'on appelle des agrégateurs, ça permet de. C'est-à-dire des sites où on paye un petit abonnement, mais vraiment, c'est pas très cher. Et ça permet de mettre directement sa musique sur Spotify, Ok. enfin sur les plateformes. Mais en gros, ouais, ça crée du coup une sorte de masse de jeunes artistes qui sont en plus. Enfin, il y a des gens très talentueux, enfin, il y a énormément de gens très talentueux, talentueuses, où chacun cherche son son et tout. Et du coup, effectivement, la question, c'est de savoir comment je me distingue quand je C'est la mène un question, projet c'est une comme ça. question de stratégie, quoi, limite. C'est Complètement. comment te démarquer, quoi. Ouais, exactement. Il y a deux pans qui sont hyper importants, enfin, en tout cas, qui ont été dans les démarches. La première, ça a été de commencer à faire de la communication autour avant de sortir des morceaux. Ok. C'est d'abord créer ton personnage C'est et ça. ton identité, ton univers et d'essayer de le faire transparaître. Exactement. Ok. Nous, on a commencé avec une série de vidéos avant même d'avoir sorti des sons. Enfin, j'avais sorti quelques sons, mais vraiment un peu comme ça, de manière vraiment tout seul. Et puis quand j'ai commencé à travailler avec Martin, on a fait une série de vidéos qui s'appelait les Poérap, Ouais. où je reprenais soit des poèmes, soit des raps que je trouvais poétiques. Le premier amour est particulièrement marquant parce qu'on est dans la découverte de toutes les sensations. Et Prévert décrit très bien cette innocence. Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit. Et les passants qui passent les désignent du doigt, mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Et c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit, excitant la rage des passants, leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. L'idée, c'était à la fois de montrer un peu mes influences. Donc voilà, j'ai repris du, je sais pas, du D6, du Isha, du Gaël Faye, tous ces gens qui m'ont inspiré. Et puis aussi des poètes un peu. Et l'idée, c'était un peu à la fois de montrer quelle serait ma patte, et puis de créer une petite communauté sur les réseaux. Et puis après, les morceaux sont arrivés. Et je pense que du coup, le deuxième pan, c'est vraiment de renforcer l'originalité de sa musique. Moi, j'ai eu ce truc au début où j'étais très inspiré par la chanson française et ce côté très brélien d'interpréter les textes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu mon truc d'avoir cette incarnation théâtrale et d'être fort sur scène. Et du coup, on a beaucoup insisté sur ce trait. Maintenant, tu vois, je suis sur d'autres réflexions. En fait, j'ai envie de, justement... Il y a plein d'artistes qui veulent, par exemple, être à Paris. Il y a plein d'artistes qui veulent faire de la musique et tout. Donc ça, c'est pas du tout mon originalité. Par contre, mon originalité, c'est de venir d'un tout petit village. C'est le storytelling aussi qui est autour de ta Complètement, personne, quoi. exactement. Ouais. Donc voilà, un peu le travail qu'on fait, c'est sur à la fois la com, Ouais. essayer de créer autre chose que seulement de la musique, de créer tout un univers, et puis sur le côté musical, de renforcer son originalité. Ok, donc là tu crées un peu ton univers, ton personnage. Et après il y a il y a des tremplins. J'ai vu que tu avais gagné pas mal de. Complètement. C'est quoi, c'est des concours? Comment ça se passe? Ouais. Ça ouais. Exactement. Ouais, en gros, les tremplins, c'est un autre nom pour dire des concours. Ok. Et on a eu la chance, nous, du coup, on a sorti le projet sans trop savoir. Après, on s'est dit, merde, putain, il faut qu'on fasse des concours. Et du coup, on a fait tous ces concours un peu dans le sens inverse, quoi. Ok. Mais on a eu la chance d'être plutôt bien reçus. En gros, pour expliquer un peu, il y a plein de concours au niveau local. Donc ça, on en a gagné pas mal. Et ce qui nous a permis déjà de faire des super choses. On a fait la première partie de Synapson, je sais pas si tu vois. À Saint-Étienne, là, pas trop loin d'où je viens. Qu'est-ce qu'on a fait? Sur Paris, on a gagné quelques concours aussi qui nous ont permis d'avoir des accompagnements. En fait, ça te donne accès, c'est pas de l'argent qui te font gagner, c'est ou soit ça peut faire partie du package, mais ils te font gagner soit des accompagnements, la possibilité d'être dans des premières parties et tout. Ok. Ouais, exactement. Ouais, t'as plein de différents types de concours. Ça t'ouvre des portes en fait. Soit de la visibilité, soit de l'argent, soit c'est quand même très peu souvent de l'argent, mais souvent c'est de la visibilité ou de l'accompagnement plus pour se structurer. Ouais. Et franchement, c'est fondamental. Et
je sais pas comment on aurait fait sans tous ces Ça a été accompagnements. utile. Ah ouais, complètement. Et tu vois, ça nous a quand même, on a eu la chance de, du coup, ça nous a amené sur des choses un peu plus gros. On a rencontré Gaël Faye via un des tremplins. On a joué au Lollapalooza, Ouais. au Zénith de Paris. Et ça aurait été impossible. Oui, c'est énorme en fait. Jamais tu peux arriver directement là-dedans. Ah ouais, toi. complètement. Et Normalement, ça c'est donne une quête, expérience. quoi. Bah, ouais, c'est toujours dur, je trouve, de rencontrer les gens qu'on admire. Comme je disais, j'écoutais depuis, tu vois, le Oui, collège. c'est ça. En plus, c'est quelqu'un que tu avais dans ta discographie, quoi. Ouais, complètement. Et on voit ce concours. C'était organisé par Carte Noire. Et du coup, il y a eu peu de candidats. Ok. Et du coup, on a eu la chance d'être. Et nous, enfin, moi, comme je suis très fan, j'ai vu le truc, on a postulé Directement. et tout. Et on a eu la chance, du coup, d'être sélectionné par lui. Et en fait, le tournage, c'était très compliqué. Et ça a été. Genre, il y a eu énormément de retard. Et en fait, moi, ça a été un moment hyper chanceux parce qu'on a pu discuter avec. Enfin, T'avais j'ai du pu temps avec discuter lui. Ah ouais, mais pendant genre 2-3 heures, on a pu discuter, quoi. Parce qu'on c'est attendait notre passage. Et hyper enrichissant. Il est vraiment aussi gentil que ce Ce qui qui dégage. transparaît ouais, de lui. Ouais, franchement, énorme rencontre, quoi. Ouais, c'est fou. Et donc, il y a aussi une autre, enfin, j'ai l'impression en tout cas, il y a une autre manière aujourd'hui de percer un peu en musique, c'est les playlists Ouais. Spotify, Deezer. Bien sûr. Comment on arrive là-dedans en fait, c'est toujours un sujet qui m'a intrigué, c'est chaque fois il y a les découvertes de la semaine, les radars, et tu vois des artistes qui pop et qui permettent, enfin, qui sont écoutés d'un coup, quoi. Et comment tu arrives là-dedans? Comment ça se passe? Les contacts, hein. Ouais, ça, c'est un truc de contact. Ouais. Ouais. En vrai, bah, nous, tu vois, on a eu peu de playlists, en vrai. Les morceaux qui, pour l'instant, qui fonctionnent même le mieux, c'est plutôt des morceaux qui fonctionnent grâce plus sur les réseaux, les gens qui nous suivent, et puis même Ok. les gens qui sont venus en concert et qui écoutent, et qui en parlent, le bouche à oreille. C'est Ouais. quand même quelque chose qui... Ça reste Ah, la plus une grosse force. partie du. Ça reste une force. Ouais. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que les playlists, ça te permet souvent de passer dans une autre dimension. Et nous, tu vois, en gros... Bon, nous, par exemple, on a été mis dans playlist, par exemple, chez Deezer, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui nous connaissait. Ça veut pas dire, ça garantit pas du tout d'avoir une place en playlist, mais juste ça permet d'être sûr d'être écouté et du coup de potentiellement rentrer dans ces playlists. Et pareil, et là, on commence à travailler avec ce qu'on appelle un distributeur, Ok. qui du coup est... Donc nous, il s'appelle B-Sharp et c'est ceux qui font notamment O2N, Petit Biscuit, voilà. Et donc eux, ils arrivent avec les morceaux d'O2N et tout ça, donc ils ont des rapports un peu privilégiés avec ce qu'on appelle les... Oui, parce que je vais pas expliquer, mais en gros, il y a deux types de playlists. Il y a les playlists algorithmiques, Ok. qui sont faites par des algorithmes, et des playlists éditoriales. Et du coup, ça s'est fait par des éditorialistes, donc des gens qui sont derrière et qui choisissent les morceaux qu'ils vont mettre en avant. Et c'est un peu le Graal d'aller choper les playlists éditoriales, parce que bon, l'algorithme, c'est un peu genre Ouais. les morceaux qui marchent, qui vont continuer de marcher. C'est un gage de qualité aussi d'être choisi dans ces playlists-là, j'imagine. Mais voilà, Ouais. exactement. Et du coup, c'est un peu une validation. Et du coup, eux, les distributeurs ont souvent des relations privilégiées en fonction des autres artistes qu'ils ont, des gros artistes qu'ils ont. Ouais. Ils ont des relations privilégiées avec les éditorialistes. Et donc voilà, là, B-Sharp fait un travail pour nous d'aller discuter avec les playlists pour essayer de nous placer. Ok. Ah, c'est intéressant déjà, on voit un peu plus comment ça fonctionne, un peu les. C'est vrai que c'est hyper opaque aussi, ça, comme Ouais, complètement. milieu. En tout cas, quand on n'est pas dedans, c'est intéressant de savoir un peu tout ça. Complètement. Mais même quand on commence, on n'en sait rien de toutes Bah ces ouais, règles. Alors que c'est fondamental de Ouais. connaître ça pour savoir un peu vers où aller, j'imagine. Ouais, bon, au début tu te lances, tu sors le morceau comme ça. En fait, il faut pitcher. En fait, l'idée c'est vraiment de donc, pitcher un morceau. C'est genre, en fait, t'envoies le morceau justement aux plateformes un mois à l'avance, minimum. En fait, les agrégateurs te permettent de l'envoyer genre une semaine avant, Ok. qu'il soit dans une semaine sur les plateformes. Mais ça veut dire que les gens des playlists n'auront pas le temps de les écouter, et donc c'est trop dommage. Donc il vaut mieux bien préparer sa sortie, avoir le son un mois à l'avance, comme ça tu l'envoies, eux ils ont le temps d'écouter avec tout ce qui sort en plus. C'est énorme. Tous les vendredis c'est zinzin. Ouais. Moi j'ai pas le temps de tout écouter. Hein. Ah oui, c'est normal. Ok. Et tu parlais de ton rapport à la scène, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir un peu ce que tu ressens quand tu es sur scène. C'est vrai que toi tu as un côté très théâtral, enfin je t'ai jamais vu en live, j'aimerais beaucoup, mais j'ai vu des vidéos. Tu as un côté très théâtral, très incarné, un peu Jacques Brel comme tu disais. Voilà. Puis j'ai vu le feu, j'ai vu la fin, tout ce qu'on avait construit partir en fumée. De notre belle maison, je n'ai rien pour sauver à part quelques cicatrices de grands brûlés.
Qu'est-ce que tu ressens toi quand tu es sur scène? C'est un moment vraiment d'accomplissement, un peu de consécration, parce qu'il y a ce truc de justement, moi j'ai commencé avec mes textes dans ma chambre, tout seul, avec ma musique en boucle, un peu obsessionnelle. Puis après, je suis allé le montrer à Martin, mais on est que deux à s'ambiancer sur le son, et à se dire, ah, c'est cool et tout. Et du coup, quand tu te retrouves sur scène avec des dizaines au début, et après des centaines, et parfois, là, on a la chance des milliers de gens qui sont là à écouter, il y a une autre... ça résonne différemment, quoi. Ah bah ouais. Enfin ouais, c'est vraiment l'aboutissement de tout un travail beaucoup plus long. En fait, c'est ça, c'est presque ça qui est plus important, c'est tout ce travail, tout le travail avec toute l'équipe, même avec l'ingé son, avec les photographes qui ont fait la pochette, avec les gens qui ont fait les clips. Et en fait, tu as ce moment sur scène où enfin, ça rencontre son public. Et ouais, et puis il y a une connexion. Moi c'est vrai que j'ai un rapport très, je te disais, théâtral. Et puis j'ai vraiment ce truc de regarder dans les yeux, de fixer les gens. Ouais. Et donc de voir l'émotion tout de suite des gens qui sont dans la salle. Tu le ressens, tu l'absorbes un peu comme une éponge et tu le prends pour toi. Ah, complètement. Ouais, ok. Ça me fait des shoots d'émotions. Quand d'ailleurs, je dois pas être le seul, mais quand on sort de scène, il y a vraiment un truc d'avoir l'impression de sortir d'une soirée énorme. Même si on joue que 30 minutes, mais en fait, une telle dose d'amour qui est transmise, d'énergie, qu'en fait, on en ressort hyper, presque drogué de ça. Et c'est marrant parce que du coup, justement, dans la pré-scène, il y a ce truc d'avoir un peu tu peux justement avoir un peu des formes de redescente d'énergie. T'as tellement donné, on t'a tellement donné, qu'après tu te retrouves tout seul. Genre même pas, je sais pas, tu vas aux toilettes et après tu te retrouves tout seul et t'es en mode wow. Oh, la redescente est rude. Et après tu vas parler avec des gens et ça remonte et tout ça. Enfin bref, c'est vraiment particulier, mais en tout cas, il y a ce côté énergie qui est vraiment hyper addictif et assez fou. Et, en tout cas, moi, je fais vraiment de la musique pour ça, quoi. Ouais, c'est pour ça. Tu sens que c'est la finalité de ton chemin artistique, c'est de vouloir faire de la scène et de le montrer aux autres, quoi. Bah, tu vois, c'est bizarre quand tu sors un son sur les plateformes. Il se passe rien, tu mets un peu téléchargé et c'est parti, quoi. Ouais, il y a le Oui, kiff de genre chercher son nom sur Spotify et je sais pas, c'est comme se googler, se regarder sur Google et faire marrant. Mais il y a ce truc sur Spotify où tu vois et puis tu vois, enfin t'as des trucs genre t'as les mêmes applis mais pour les artistes où tu vois un peu les stats sur les stats, donc tu regardes un peu ça, mais ça reste très froid et justement ça peut devenir un peu obsessionnel et un peu malsain de justement toujours regarder les stats. Mais du coup, il y a vraiment sur scène, il y a vraiment ce rapport de... Après, tu vas discuter avec les gens, ils viennent te raconter, surtout moi, comme je suis dans des histoires très perso, souvent les gens viennent me raconter après forcément ce dans quoi ils se sont reconnus, et après ils me racontent leur histoire, et du coup, c'est des moments vraiment de partage, quoi. Puis tu les touches en plus. Tu les touches sincèrement, donc forcément, ils ont envie de partager avec toi, et de leur dire mais merci de te dire peut-être parfois des choses qu'ils n'ont jamais réussi à dire, quoi. Bah ouais... C'est vrai que du coup c'est très intense, mais par exemple j'ai un morceau qui s'appelle Ce qui reste, qui est sur un départ qu'on prend dans le sens qu'on veut, l'interprétation qu'on veut, mais justement il y a des gens qui sont venus me raconter des moments de deuil ou des moments des moments où ils ont fugué ou des moments... Et en fait, et moi je reçois ces histoires et ça... C'est génial aussi de pas être que dans un don sur scène, de pas être juste le seul qui est écouté, parce que c'est quand même très bizarre le concept de la scène, bah oui, c'est vrai. d'avoir une personne qui gueule, genre des musiciens qui accompagnent et puis tout le reste de la salle qui se tait. C'est quand même bizarre comme concept. Mais du coup, moi je suis vraiment dans ce truc de après aller parler aux gens et pour qu'ils puissent rendre tout ce que j'ai transmis, le récupérer aussi. Et souvent c'est très enrichissant pour moi ces moments-là. Bah forcément, et puis ça peut même t'inspirer sur d'autres histoires. Carrément. J'imagine que tu as des chansons, t'es inspiré aussi de ta vie, mais aussi de ce que tu vois. Écrire, c'est aussi observer, quoi. Carrément. Souvent, les chansons, comment je les écris, c'est qu'il y a un événement, une émotion qui fait qu'il y a une nécessité d'écrire à un moment, donc où j'ai besoin de m'enfermer et puis écrire. Mais ma vie n'est pas exceptionnelle, donc j'ai besoin aussi de me nourrir des histoires des autres, pour réussir à faire un récit qui parle pas seulement de moi, mais qui devient un peu plus universel. Et donc je vais beaucoup piocher dans
les vies de mes amis, de ma famille ou des gens qui viennent justement après les concerts discuter. Bah, c'est vrai que en fait, ce côté universel rend ta musique accessible aussi aux autres. Le fait d'essayer de ne pas parler que de toi, ça fait que les autres peuvent aussi peut-être plus s'attacher et ça ouvre ton spectre et ton champ d'écoute, quoi, j'imagine. Ouais, ça peut paraître un peu paradoxal, mais je suis assez convaincu que la musique doit pas être juste une forme de thérapie. Et pourtant, je suis sur des textes souvent sombres et très personnels. Mais en fait, ma vie, les gens s'en foutent, grosso modo. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher en moi ce qui est pourtant intime, mais qui va résonner dans la vie des autres. Et donc, j'essaie de faire ce travail de à chaque fois. Alors, je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas, d'essayer de permettre que les gens puissent s'approprier la chanson. Et donc, souvent, j'aime pas révéler les histoires qu'il y a derrière, de pourquoi moi je l'ai écrit. Typiquement, ceux qui restent, j'aime pas. Enfin, j'ai jamais raconté ce qu'il y avait derrière, mais parce que j'ai envie que chacun puisse y mettre l'interprétation qu'il veut. Ouais, c'est bien. C'est que chacun, ouais, il trouve son compte en fait. Exactement. Et soit touché. Et t'as des souvenirs de scènes un peu. Enfin, un souvenir de scène qui te remonte, un shot de dopamine qui t'est arrivé. Enfin, ouais, je peux pas en dire un, mais je vais en dire plein. Il y a eu le fil à Saint-Etienne parce que c'était la première grosse date quand on a fait la première partie de Synapson. Ouais. Où comme c'était. Moi, j'ai pas mal vécu à Lyon aussi. Et du coup, c'était entre mon village et Lyon. Et du coup, il y a pas mal de gens. Ouais, il y a mes potes et de la famille de Lyon qui sont venus, mes potes du Chambon qui sont venus aussi. Et du coup, ça a réuni vraiment tous mes cercles. Et du coup, il y avait un truc un peu d'accomplissement où vraiment je me sentais hyper entouré. Après, il y a eu, je pense, on a eu la chance de faire les premières parties de Marina Kaye au Trianon. Et le Trianon, c'est vraiment une salle magnifique. C'était un concert assis et les gens se sont levés à la fin de la première partie. Et du coup, ça, enfin. Déjà, c'est une bonne énergie, ouais. Ah ouais, non, franchement, c'était fou. Donc ça, grand souvenir aussi. Et puis, il y a eu dans les endroits militants où j'ai fait des concerts. J'avais fait des trucs à la Magma où, en fait, ce qui est assez fou dans ces moments, c'est que les gens sont pas là pour un concert. Ils sont vraiment là pour défendre une cause. Et du coup, on est déjà dans l'histoire. Il n'y a rien à leur raconter. Ils sont déjà embarqués. Et du coup, l'émotion est comme décuplée parce que... T'arrives à dire à ce moment-là exactement ce qu'ils pensent, quoi. Voilà, En fait, ouais. c'est dans leur vie, quoi. quoi. Un peu, ouais. Ouais, exactement. Puis avec la musique qui magnifie un peu tout ça, c'est au-delà un peu d'un discours un peu simple, ça y a une forme d'élévation en tout cas artistique, enfin de l'émotion en tout cas. Et du coup, il y a eu des mouvements écolos et puis on a eu la chance de jouer à République juste avant le premier tour des législatives. C'était la Fête de l'Humain qui avait fait une grande scène et qui a invité des artistes. On a eu la chance d'être invités et du coup, on a fait un morceau qui n'est pas sorti, qui s'appelle Le jour d'espoir est arrivé. Où vraiment, il y avait, je sais pas combien de personnes il y avait, je pense qu'il y avait genre 20 000 personnes. Ah oui, donc c'est c'était énorme. vraiment le plus gros truc qu'on ait fait. Et d'entendre les gens gueuler, le jour d'espoir est arrivé, c'était fou quoi. Donc ça, très hâte de refaire des scènes comme ça, voilà, aussi plus engagées quoi. Ouais, ça a du sens pour toi aussi dans ces moments-là. Complètement. J'ai vu aussi là que tu avais fait une vidéo avec tout un orchestre symphonique, c'est pour Pétron, c'est ça? Ouais, exactement. Ça procure quoi ce genre de moment pour toi? Ouais, C'est à écouter, c'est dingue. C'est tellement prenant, tellement immersif. c'est trop gentil. Mais ouais, en gros, on a eu la chance de rencontrer, sur la même scène ouverte où j'avais rencontré Martin, c'est un mec qui s'appelle Daniel Sicard, qui est le chef d'orchestre de l'Orchestre Curieux, et qui est un ensemble de musiciens professionnels qui font pas mal de musique de film, genre Hans Zimmer, John Williams, tout ça. Donc ils remplissent des salles à Paris grâce à ça. Et à côté, ils ont un engagement écolo. Et du coup, Daniel aimait beaucoup ce qu'on faisait, et du coup, il nous a proposé d'arranger les morceaux pour orchestre. Et donc, c'était une opportunité folle. Donc, on a eu la chance de faire ça avec eux. Et ouais, les frissons, quoi. Parce qu'en fait, déjà, dans tout ce travail de ce que je te disais, de ce cheminement, ça commence quand même d'un texte dans ma chambre, et ça se retrouve avec un orchestre qui est un peu, pour tout chanteur, chanteuse ou musicien, c'est un peu un truc d'aboutissement de se dire, vas-y, je joue avec un orchestre, c'est une folie, quoi. En fait, ce qui est assez fou dans ça, c'est que quand on fait une prod, il y a les différentes pistes. C'est-à-dire, il va y avoir le piano, le synthé, la basse, les percus, tout ça. Et là, en fait, c'est la même chose, sauf que derrière chaque ligne, il y a un humain qui met sa sensibilité, qui met son émotion, qui fait... qui a son interprétation propre, et ça donne
Ça donne une dimension qui est genre, enfin un supplément d'âme qui est assez Ouais, fou. ouais. J'ai besoin d'y croire, donc promets-moi un miracle, même si c'est un miracle. Et donc c'était beaucoup de travail. Bah oui, c'est ce que je me demandais, le travail titanesque qu'il doit y avoir, rien que de régler tout ça, Ouais. que tout le monde soit aligné. Bah sur- c'est Daniel hein, surtout. Ouais, bah, C'est le j'imagine, chef d'orchestre qui vraiment a fait c'est un travail de dingue d'être chef le d'orchestre. gros du taf. Et après Martin aussi qui faisait qui a fait la composition, qui lui avait arrangé d'abord des chœurs. Voilà, avec Daniel on a décidé de réenregistrer des chœurs encore pour renforcer. Il y a eu une batterie qui a été ajoutée aussi. Et du coup il y a aussi eu le travail de l'ingé son qui s'est un peu arraché les cheveux avec la batterie, les chœurs, l'orchestre, ma voix à tout caler ensemble. Alors que bon, enfin bref, pour partir dans des trucs techniques, on n'avait pas tout enregistré au métronome. Donc lui, Ok. ça a été genre Il a tout dû une recaler. galère à tout recaler et tout. Mais bref, donc voilà, il a fait un énorme travail et ouais, ça a été, pour moi finalement, j'avais presque la partie la plus facile de chanter mon texte avec des musiciens trop stylés. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'était vraiment le pur kiff. Pour les autres, ça a été beaucoup de Mais travail. toi, il n'y avait rien de plus technique que d'habitude. En tout cas, tu étais dans ton art à toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, juste le travail, ça a été dans l'interprétation de... En fait, comme on a un orchestre, c'est genre... C'est imposant et du coup, ça prend de la place. Et moi, j'ai tendance à... Enfin, en tout cas, j'avais tendance, quand j'ai commencé, à avoir ce truc un peu gueulard, à vouloir que pour que passe l'émotion, qu'il y avait besoin d'être très intense. Ouais. Et en fait, des fois, dans la retenue, on a encore plus d'émotions. Et du coup, juste sur Pétrole, j'ai dû revoir mon interprétation pour être plus dans la retenue et que ça mette plus en valeur le travail Ok. des musiciens et musiciennes. Il y a un truc d'équilibre entre tout le monde, quoi. Exactement. Pour justement que ça ne devienne pas inaudible et too much, quoi. Moi, ouais. Bah, trop intéressant. Merci pour tout ça. Ouais. On a l'habitude dans Microphone de séparer l'émission en 3-4 parties. On va essayer de se focaliser maintenant un peu plus sur ton passé, voir un peu comment se construit un artiste. On trouve ça toujours hyper intéressant. Toi, quand tu étais petit, tu rêvais déjà de faire de la musique? Est-ce que tu y avais déjà pensé quand tu étais tout petit? Tu as des souvenirs de ça? Pas trop, je crois. J'avais été mis à l'école de musique par mes parents pour faire du piano. J'ai eu évidemment ma crise d'ado où j'ai dit Classique, on arrête tout. je veux plus faire de classique. Mais du coup, on a réussi à trouver un compromis sur le fait que je fasse que des musiques de films. Ok. Parce que c'est un truc qui t'attirait. Ouais, parce qui que te touchait. voilà, j'avais beaucoup plus d'émotions en écoutant des musiques de films qu'avec des morceaux de classique où j'avais pas encore, je pense, la culture pour que ça me touche. Et maintenant, c'est beaucoup plus le cas, mais du coup, j'ai eu en tout cas ce temps au collège, lycée où la musique de film, c'est ce qui m'impactait le plus, et je crois que c'est encore quand même le cas. Donc j'ai fait ça, donc j'ai pas un gros niveau en piano, mais voilà, j'avais les bases quoi. Et après, en fait, ça a surtout été le texte en fait, Ouais. qui arrivait j'ai toujours eu un peu mon journal intime, où j'écrivais un peu mes ressentis. Cette période du collège, elle est souvent un peu compliquée. C'est hyper difficile pour tout le monde, ouais. Il y a plein de gens, voilà. C'est jamais facile, il y a tous les complexes, Et moi, ça a été un peu un premier échappatoire d'écrire et puis de commencer à raconter des histoires. Alors au début, c'était vraiment très très mauvais. J'imitais les... Tu vois, genre je lisais un roman, bizarrement, le premier chapitre ressemblait beaucoup au premier chapitre que moi je faisais pour mon récit, enfin bref. Tu t'inspirais par mimétisme, voilà. Oui, voilà, c'était vraiment de l'imitation un peu grossière. Où je sais pas, où je regardais une série policière, à l'époque je regardais Castle, c'était quand même... je sais pas si vous voyez, mais Non, bref. je vois pas. Mais du coup, genre, bizarrement, mes personnages, enfin j'écrivais un polar et mes personnages avaient... Enfin, c'était exactement les mêmes profils de genre flic et tout. Bref, donc j'ai eu cette phase un peu d'écriture d'abord. Et c'est le seul truc où je sens en fait qu'il y a quelque chose qui a remué en moi, c'est que j'étais fasciné par nos repas de famille, là où on chantait. Et ça, du coup, ça a vraiment fait partie de mon identité. Il y a un truc de... Je sais pas, je me sens hyper privilégié d'avoir une famille comme ça qui chante à tous les repas. Et puis où tout le monde chante bien. Il y a mes oncles, mes tantes, ma mère, mes cousins et cousines, ils sont tous hyper talentueux. Et du coup, j'avais ce
truc d'admiration. Moi, j'avais pas une très belle voix. Enfin, j'ai chanté. En vrai, c'est pas tout à fait vrai. C'est que quand j'étais petit, je chantais un peu. Ok. Et du coup, il y avait ce truc de. Comme dans nos familles, c'était un peu institutionnalisé de chacun fait sa chanson. Donc, moi, quand j'étais petit, je faisais des chansons pour ceux qui ont la rêve, de Thomas Fersen, de Benabar. Vraiment, les chansons. Je crois que j'ai jamais dit ça. Mais voilà, genre. Le Lion, c'était vraiment des chansons. Ou Le Dîner de Benabar, par exemple. Ok. Enfin, bref, des chansons un peu. Simple que j'avais retenu et puis que je faisais comme ça quoi. Mais c'était... Et c'est-à-dire que vous passiez les uns après les autres? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est vraiment Genre comme chacun a un peu son classique. Genre j'ai un oncle, c'est Amsterdam. J'ai une cousine, elle me fait à chaque fois chialer c'est sur Maria Susanna qui parle d'une fille qui est nomade. Et du coup, et donc chacun a un peu, ma mère c'est la bamba ou enfin bref, chacun a un peu son morceau. Et donc c'est... Quand on se retrouve, il faut absolument, en tout cas, que ces morceaux soient faits. Et après, on voit si la soirée continue et si on dingue. continue de faire d'autres chansons. Mais surtout, mes oncles et tantes, c'est des puits de... Ils connaissent Enfin, tout, et ma mère, c'est pareil, ouais, ils connaissent toutes les paroles de toutes les chansons. C'est un peu dingue. zinzin. Ouais, et du coup, je pense que ça a beaucoup joué ça, en vrai, dans le fait de me donner le goût d'avoir envie de le faire. Et du coup, quand mon journal intime est devenu un peu mon... Quand je me suis mis à faire du rap pour les copains, genre au lycée, dans toutes les bandes, il y avait un peu un mec qui freestylait. Toujours. Et je suis devenu ce mec. J'ai été terriblement mauvais. Et je m'en excuse auprès de mes potes. Mes potes, désolé. Ouais, faudra accepter les excuses. J'ai été mauvais. Et donc je foutais un peu la honte au groupe. Mais du coup, ça m'a quand même donné ce goût d'écrire mes raps. Et du coup, le journal intime, je me suis rendu compte qu'avec mon journal intime, je pouvais écrire des chansons. Donc j'ai commencé à le faire. Et du coup, un des premiers endroits où je l'ai fait, c'est dans ma famille, dans ces moments-là, où je suis venu dire des textes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Ok. Mais est-ce que ta famille Ouais. et tes amis sont des gens, sont des artistes en soi? En fait, je me demande toujours, est-ce que les artistes naissent dans des environnements artistiques? Pas forcément professionnels, mais est-ce que ta famille, tu disais tes oncles et tantes chantent bien, mais est-ce que c'était aussi leur travail d'être des artistes ou... C'était vraiment un truc gratuit. Alors, pour la petite histoire, mes parents, on se sont rencontrés en faisant un disque ensemble. Ok. En gros, mon père avait commencé à composer et à écrire des chansons, mais il chantait très mal. Et du coup, il a cherché une chanteuse. Et c'est devenu... Enfin, c'est ma mère. Du coup, il a rencontré ma mère comme ça. Ça n'a pas du tout eu Mais ça n'a pas du tout eu de succès. Donc en fait, c'est un truc qu'ils faisaient à côté. Ils étaient profs à côté. Ils perdaient trop d'argent, donc ils ont arrêté la musique. Et ils ont continué à être profs. Et puis après, du coup... Mais du coup, je les ai jamais vraiment connus dans ce contexte, Ok. moi. Ils nous ont eu après. Ouais, ouais. Ils Ils doivent avoir ça en eux, j'imagine que... Bah, c'est un peu quelque chose qui... Non, c'est pas forcément Ah quelque ouais chose qui met vraiment en avant, tu vois. On n'a jamais écouté les CD Ok. qu'ils ont fait. Jamais, jamais? Jamais, jamais. Ah, la découverte. Enfin, ou alors... Enfin, moi, je l'ai déjà écouté, mais c'était vraiment un peu... C'était pas tabou, mais c'est... C'était un mythe. Ça appartient à une période de leur vie où... Ouais, je sais pas, ils voulaient pas nous... Enfin, ils nous ont jamais partagé ça. Ok. Et du coup, on l'a écouté avec ma sœur dans notre coin, quoi. Mais jamais sinon. Et après, et ma famille, donc tu vois, ils n'ont pas du tout été professionnels, même s'ils étaient à fond dans leur projet. Et après, ma famille, du coup, tout le monde chante, mais personne n'en a fait son métier. Ok. Euh, après, mais après, ce truc justement gratuit, je crois que ça m'a quand même transmis la passion de ça. Et je pense que l'industrie de la musique, c'est quand même... Enfin, le milieu artistique, c'est quand même... En fait, c'est difficile dans ce qu'on disait de masse et de se dire, en fait, qu'est-ce que j'ai de plus que les Ouais, autres. bien sûr. Et en fait, juste d'avoir ces souvenirs, ça me permet juste de me dire, en fait, de ne pas oublier que c'est une passion avant tout. Et que même si demain, ça marche plus pour moi et que je vis plus de la musique, il restera quand même ça, de toujours avoir envie de faire des musiques, d'écrire des chansons, pour pouvoir les faire Ok. assez C'est avant tout, t'aimes la musique pour que les autres aiment ta musique, quoi. Faut d'abord aimer ce que tu fais et c'est la base, en fait, de tout
toi, ta carrière artistique, j'imagine. C'est d'être aussi fier de ce que tu fais et que ça te ressemble, quoi. Ouais, j'avais pas forcément, tu vois, il n'y a jamais eu cette stratégie. Mais justement, comme je connaissais pas trop le milieu, il n'y a jamais eu vraiment, au départ, cette ambition de faire de la musique, Ouais, bien sûr. enfin d'en faire mon métier. C'est vraiment petit à petit je commence à écrire mes premiers textes, je les fais, je vois qu'il y a de l'émotion. Ok, bon, bah, ça a de l'intérêt, je vais creuser là-dedans. Et au fur et à mesure, après, tu vas le faire sur des petites scènes. Tu vois que ça plaît, que les gens viennent te faire des retours après. Je dis ok, ça pourrait être cool au lieu de faire une chanson aux scènes, de faire 2-3 chansons. T'as l'impression d'être dans la bonne route, en fait, à partir du moment où les gens te montrent aussi de l'intérêt. Ouais, exactement. Je pense que, en tout cas, ça nourrit cette ambition de après se dire bon bah je crois qu'il y a quelque chose à faire. Mais ça vient pas du tout d'une. Oui, de base, moi c'était vraiment pour mes amis et enfin avec mes premiers écrits, je me voyais pas à l'Olympia. Maintenant c'est un peu des objectifs dont on rêve et de faire des grandes scènes et de voilà. Mais ça a été vraiment progressif. Bah, attends, je vais te faire écouter un petit vocal. Vas-y. Salut le Greg, salut le Tom. J'espère que vous allez bien. Je suis sur une aire d'autoroute pour enregistrer ce petit vocal. S'il y a du bruit, vous en faites pas. Bah voilà, petit message pour Tom, pour lui témoigner de l'admiration que j'ai pour son travail d'artiste. Bah déjà, humainement, c'est un bon boug. Moi, ça commence à faire 6-7 ans qu'on se connaît. Et voilà, humainement, c'est un gars qui est hyper engagé, c'est un gars sur qui on peut avoir confiance, sur qui on peut compter. Et puis en tant qu'artiste, et Dieu sait qu'il est parti de loin parce qu'il nous lisait des poèmes en prépa qui étaient franchement pas fameux. Ah le bâtard. Mais je l'applaudis pour le courage qu'il a eu de se lancer dans la musique parce que c'est pas forcément un milieu hyper simple. Et il a réussi à s'entourer des bonnes personnes, il a réussi à se donner les moyens de produire des belles choses et franchement, il fait une ascension actuellement qui est méritée. Et bon, intérieurement, moi, j'ai jamais eu de doute et j'en ai toujours pas qu'il va continuer à réussir parce qu'il a tous les éléments pour, il a le bon entourage, il a un engagement fort, il a surtout le talent, l'écriture, la prestance sur scène. Donc non, franchement, je suis admiratif de ton taf, Tom, ou plutôt l'hémophile, je sais pas comment vous avez appelé pendant le podcast. Il a révélé mon prénom. Mais en tout cas, continue sur ta lancée avec la même sincérité et la même ferveur. Et franchement, tu nous feras une dédicace en retour quand tu seras nommé aux Victoires de la musique. Allez. Bisous. C'est promis la dédicace, mon Polo, c'est promis. Ah non, je suis trop ému. Trop chaud. Alors, qui c'est? Paul, c'est un copain de prépa. Ouais. Et ça a été un copain un peu important parce que justement, quand on a. Enfin, donc il y a eu les 2 ans de prépa où on était un peu tête dans le guidon. Moi, j'ai commencé à écrire mes premiers textes, mais c'était vraiment, comme il disait, le début et les balbutiements, disons. Et quand on s'est retrouvés dans les mêmes études à Paris et on avait eu l'envie, quand on était en prépa, de faire du théâtre. Mais sauf que quand tu es en prépa, tu n'as pas le temps de faire autre chose de ta vie que travailler. Et du coup, quand on est arrivé à Paris, c'est lui qui m'a vraiment dit, en mode, il ne faut pas qu'on lâche cette envie de faire du théâtre. Donc maintenant qu'on a du temps et qu'on est à Paris, qu'on est à la fac, tout ça, il faut qu'on fasse du théâtre. Et donc on est rentré dans une asso de théâtre de la fac dans laquelle on était. C'est là que j'ai rencontré Greg aussi. Qui est le réalisateur de l'émission. Qui est le réalisateur de l'émission. Eh ouais. Et bref, plein de connexions. Et en fait, on a commencé le théâtre au meilleur moment, puisque c'était l'année du Covid. Donc moi, j'ai pas joué ma pièce. Et tout le monde s'est cassé de l'assaut, grosso modo. Sauf Paul et moi, qui on est devenu le bureau un peu, mais par défaut, il n'y avait plus personne. On s'est retrouvé président et vice-président de l'asso de théâtre. Mais en fait, ça a été vraiment une année charnière parce que
moi, je faisais des études de sciences sociales. Ok. Et je me destinais à être, justement, à faire, je sais pas, genre enseignant-chercheur en sciences sociales. Donc, rien à voir. Et en fait, d'avoir fait cette année aux côtés de Paul, où on faisait les demandes de subventions, où on gérait à la fois le recrutement des comédiens et comédiennes, mais aussi aller chercher je sais pas, les décors, les costumes, il fallait un peu tout qu'on fasse. Et puis dans cette année hyper compliquée, donc c'était la deuxième année du Covid, donc où il y avait, il y a eu les 2 autres confinements, il y avait les couvre-feux, c'était une galère sans nom. Donc on n'a pas pu jouer nos pièces non plus, mais on s'est adapté, on a fait des formats vidéo, bref. Mais en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, que je me suis rendu compte, parce que je continue ces études en sciences sociales, je me suis dit en fait, même si j'adore les sciences sociales, ça me fait quand même chier de rendre les devoirs et de genre... J'aimais beaucoup les enquêtes de terrain, j'étais assez à l'aise là-dedans, mais vraiment après écrire les rapports et retranscrire les interviews, les entretiens que j'avais faits, c'était vraiment... je le voyais comme une tâche. Ok. Pas comme une passion. Alors Ouais. que quand je faisais le travail administratif du rideau, qui n'était pas plus passionnant que ça, mais je savais pourquoi c'était, et donc ça me dérangeait pas du tout. Je le voyais comme l'objectif de monter la pièce. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, je crois que j'ai envie que l'artistique devienne toute ma vie. Et donc merci à Paul de m'avoir poussé dans cette voie du théâtre, parce que sans ça, je pense que j'aurais pas lancé ce projet de musique un peu de manière plus professionnelle, quoi. Et donc l'année d'après, j'ai orienté mes études, je suis parti des sciences sociales, Ok. et j'ai réussi à avoir une équivalence pour faire industrie de la musique. Et là, j'ai rencontré plein de gens qui maintenant sont à la fois des amis et puis des gens qui sont des contacts, mais un peu naturels dans l'industrie de la musique. Des gens qui bossent à la SACEM, je sais pas, que je croise souvent sur des concerts et tout. Ouais, ça peut toujours être un coup de pouce de temps en temps. Oui, De les complètement. croiser et d'avoir ces contacts-là, quoi. Et voilà, et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier sur tout le travail qu'il y avait derrière la musique. C'est-à-dire, il y a la musique, il y a ce qu'on voit, mais en fait, il y a tellement de taf quand on monte un projet et qu'on est tout seul, qu'on est indépendant. En fait, les tremplins, il faut faire des dossiers, c'est à toi de les faire. Super long, ouais. S'il faut, je sais pas, faire des costumes, c'est à toi de choisir. Et j'ai eu finalement cet avant-goût avec le théâtre. Et donc, ça m'a mis le pied à l'étrier pour la musique. On va passer à la dernière partie de l'émission, plutôt sur le futur. Ouais. Un peu pour essayer de comprendre vers où tu te diriges et quelle est ta stratégie pour la suite. Toi, c'est quoi déjà pour toi ce qui va se passer dans l'année là? Est-ce que tu as déjà des trucs de prévus? Comment ça se goupille la vie d'un artiste? Alors, c'est assez nouveau, mais je suis fraîchement intermittent. Félicitations, Quel bonheur. vive les intermittents. Vive les intermittents. Yes. Non, ouais, en gros, je sais pas comment font les gens et je suis hyper admiratif des gens qui arrivent à travailler en plus de faire leur passion artistique. Parce que là, du coup, pendant 1 an, je faisais des cafés de 8h à 14h. Enfin, 8h quand j'étais à l'heure. Et j'étais tellement fatigué cette année. Et ça a pas mal. Enfin, on a eu énormément de concerts, mais du coup, sur la musique, j'ai fait beaucoup moins de musique cette année. C'était beaucoup plus tu vois, de la prod, de la com. J'ai fait des séries de vidéos aussi où j'essayais de faire une vidéo par jour. Donc, en fait, ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai beaucoup moins fait de musique. Donc là, depuis qu'on est intermittent, ce bonheur, c'est de revenir au studio, de refaire de la musique. Finalement, l'essence de base du projet. Et donc là, on va sortir des morceaux beaucoup plus régulièrement. Donc là, on vient de sortir Pétrole version orchestrale en octobre. On a un morceau qui s'appelle Le Grand Départ, qui sort en novembre. Et en décembre, il y aura Ce qui reste, qu'on refait, parce que c'est un morceau important pour nous et qu'on avait envie d'avoir une belle version. Donc on le réenregistre. J'ai toujours su que tu t'enfuirais, mais où iras-tu? Couvert par les cris du vent, tu as disparu. Et je n'ai pas pu te suivre, enraciné, comme un des arbres de nos forêts, comme un peuplier. Sur l'écorce des larmes de sève, on vacillait. Un être vous manquait, tout est dépeuplé. Ça va se suivre jusqu'à, comme ça, le rythme jusqu'à mai. En gros, grosso modo, un morceau par mois. Voilà, pour amener de la nouveauté, de la fraîcheur. Et puis continuer de développer un peu cet univers. Donc ça va être beaucoup ça cette année. En mars, avril, on devrait faire notre premier concert en notre nom. Salut les amis, c'est Kélian.
On est trop content avec l'équipe de vous faire découvrir ou redécouvrir l'artiste L'Hémophile. Je vous indique que L'Hémophile sera en concert le 10 avril aux Étoiles à Paris. Personnellement, j'y serai, on y sera sûrement avec l'équipe, c'est l'occasion de se rencontrer. Prenez vos places, il y aura des liens dans la description, en story, il y aura des liens partout quoi. Et sur son compte, bien sûr, @L'Hémophile. Et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Et ça, c'est un moment important parce qu'on a eu la chance de faire énormément de premières parties, de tremplins, mais où on te donne 30 minutes. Et 30 minutes, c'est trop bien, mais c'est très court, c'est très intense. Passe vite, ouais. Par exemple, quand on avait joué au Zénith de Paris, on avait 30 minutes et je sais pas, j'ai pas senti d'avoir donné le meilleur de moi-même. Et donc vraiment, je suis sorti de scène, je me suis dit, mince, faut que ça recommence tout de suite. Enfin, Une frustration. Un peu. Ouais, on n'a pas le temps de... C'est très intense, mais on n'a pas le temps de vraiment profiter. Donc là, j'ai hâte de faire le premier concert un peu plus long, sur 1 heure et quart, qu'on puisse prendre le temps avec le public, puis de rencontrer aussi les gens qui nous écoutent. Ouais, qui viendrait pour vous, quoi. Et pour Exactement. toi. Ça, c'est dingue, c'est quand même une démarche différente. C'est vrai qu'en première partie, t'as pas un public conquis à ta cause, quoi, déjà. Ouais, ce qui est un autre exercice, c'est intéressant d'aller les chercher et tout, mais de pouvoir, je sais pas, avoir les gens qui chantent le refrain, c'est quand même un truc qui nous fait envie. On a des prémices, des gens qui nous suivent et qui viennent et on les voit chanter les refrains et tout ça. Mais j'ai hâte de le voir dans une salle entière, quoi. Et à horizon moyen terme, on va dire à, je sais pas, 2, 3 ans, 5 ans, comment tu te vois évoluer, toi? T'as une route tracée dans ta tête? Comment ça fonctionne? T'as une stratégie ou tu vas plutôt Non, jour le jour? Non, c'est plus au jour le jour. Après, j'ai quand même... là, j'ai un objectif un peu précis en tête qui est l'album, le premier album. Mais l'album, c'est un long travail de... Alors là, j'ai un peu mon idée et je suis en train de le construire. Dans l'écriture, je suis déjà dans la phase d'écriture. Mais c'est plus surtout ce qui est autour, notamment au niveau de l'image, de quel format de clip ça va avoir. Comme je vais certainement raconter, c'est sûr, je vais raconter une histoire, de comment visuellement ça se manifeste. Donc voilà, on est un peu sur toutes ces réflexions. Ça va dépendre aussi du budget qu'on a. Donc en vrai, on est patient. Et l'idée, voilà, c'est de sortir plein de nouveaux morceaux jusqu'à arriver à cette œuvre qui sera un peu le premier album. Donc ça, c'est l'objectif un peu à long terme. Et qui dit album, dit normalement une scène, j'espère aussi petit à petit monter dans les scènes parisiennes. Oui, c'est comme ça que ça marche, j'ai l'impression. Il y a plein de scènes à Paris qui me font rêver. Tu vois, d'avoir goûté à des trucs genre le Trianon. Bon, alors c'est des grandes salles, hein, ça arrivera dans un moment. Mais juste de se dire, là, de l'avoir goûté en première partie, de se dire, si c'est rempli que par des gens qui écoutent notre musique, bah ouais, en tout cas, ça donne un objectif. Ça sert un peu de guide vers vers quoi on veut retourner, vers quoi on veut aller, quoi. C'est trop bien, trop touchant. Et est-ce que tu as des gens avec qui tu voudrais collaborer, pas forcément en featuring, mais même dans la musique, où tu te vois en accord avec leur musique, par exemple Gaël Faye ou d'autres gens Ouais, évidemment, bah, ce serait évidemment un rêve, Gaël Faye, mais j'ai plein d'artistes musicaux qui m'inspirent beaucoup. Il y a dans des... En fait, je trouve ça intéressant d'aller chercher aussi des gens qui sont dans des styles un peu différents, qui ont... En fait, pendant 1 an, j'ai organisé... Enfin, je faisais partie de l'équipe de prod des concerts qui s'appellent So Far Sounds, qui sont des concerts pour artistes émergents. Et du coup, ce qui est hyper émouvant, c'est que maintenant, je suis les gens qu'on a reçus et qui sont devenus des connaissances ou alors même des amis, parfois. C'est assez émouvant de voir l'évolution. Et donc, c'est des univers très différents. Il y avait de tout. Il y a de la folk, il y avait de la pop, des trucs sombres, des trucs beaucoup plus... je sais pas, dans des vibes R&B, des trucs vraiment différents. Mais du coup, c'est trop bien de voir un peu l'évolution de chacun. Là, on se suit un peu tous. Et donc, je pense que ce qui me ferait le plus kiffer, c'est de faire des feats avec ces gens. On s'est connus au début, où les univers se parlent pas forcément. Mais le fait qu'il y ait cette rencontre au départ fera que je pense qu'à un moment, les chemins se croiseront et feront que y a une musique qui naît. Là, par exemple... on a commencé à composer un morceau avec 2 frères qui s'appellent Barcanan, qui font de la folk toute douce, et en français. Mais justement, d'amener ce côté un peu rappé, ça change un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Et moi, d'avoir quelque chose de très doux, justement très dans la retenue,
c'est trop bien de mêler ces univers. Donc typiquement, c'est un morceau qui arrivera à un moment. Et puis, mais il y a plein d'artistes que j'ai rencontrés à ces scènes-là, que je pourrais citer Nina Versip, Nicolas, Donna Maria, vraiment Simon Begelman. Enfin bref, il y a eu plein d'artistes trop stylés que j'ai rencontrés, j'en oublie plein, que j'ai rencontrés sur ces scènes et qui m'ont vraiment marqué. Et donc j'ai hâte de voir l'évolution de chacun. Ouais, tout le monde avance ensemble et dans la même direction, quoi. C'est ça qui est... Ouais. En fait, dans l'industrie de la musique, il y a beaucoup ce truc de compétition, de qui va être en playlist et pas les autres. Sur ce côté concours, tremplin, il y en a un qui gagne et puis tu as tous les autres qui sont déçus. Et nous, on a vécu Alors, on a eu la chance de souvent gagner, mais en fait, on a aussi perdu des fois. Et donc, on a eu le goût des deux situations. C'est vraiment dur parce que ça crée vraiment des jalousies entre nous, alors qu'en soi, on est animé par la même passion au départ. Et les concerts so far ont vraiment participé à me réconcilier avec ça. En fait, la musique, c'est quelque chose qui se partage et ça devrait pas être autre chose. Et donc, ça a tissé des liens avec d'autres artistes où j'étais pas du tout dans un rapport pas de compétition. Là, j'installais leur micro, je me prévoyais leur booking. Donc, ça a cassé ces barrières qu'on se construit. Ouais. Voilà. Donc, j'aimerais bien fitter avec eux. À l'avenir, ça arrivera, je suis sûr. Et bah, trop bien. De toute façon, on te souhaite que le meilleur. On est sûr, nous tous ici, que ça va être une belle route pour toi. Donc, allez suivre l'Hémophile sur Instagram, sur les réseaux et allez à son concert en mars-avril. Ça va être trop bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Bah, merci à toi. On va passer à la dernière partie de l'émission, la carte blanche. Olé. On profite du fait que les invités aient pour travail de parler dans un micro pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent ici, sur scène. Donc ça va être à toi maintenant. Merci beaucoup encore d'être venu. Et puis à très vite pour un nouvel épisode. Merci. Merci à tous pour l'accueil. Ça fait 1h15 qu'on est planté là, dans cette gare sans nom. On se regarde sans dire mot, on n'ose presque plus respirer. Autour de nous, c'est le chaos. Ils courent tous. Le regard au loin, le buste en avant, la trajectoire rectiligne. Ils nous bousculent. Mais nous, on ne se lâche pas des yeux. On a l'impression d'arracher un instant, de le retirer du flux incessant, de l'agripper pour le serrer fort contre soi. Doucement se laisser imbiber pour ne faire qu'un. Je m'accroche à ma petite valise. En silence, ses coutures viennent se tisser à mon avant-bras. Je n'ai rien mis dedans. Elle n'a pas de fond. Ils sont tous venus. Les gens qui vont me manquer, et puis les autres. Impossible encore de distinguer les au revoir des adieux, les retrouvailles autre part, et celles qui n'auront pas lieu. Alors on se prend dans les bras sans faire de tri. Et je sens le brûlant souffle du dragon contre ma joue. Il veut que je le nourrisse, que je pénètre dans son ventre de feu. Je vais devenir cendre. Je ne sais plus si je le veux. Pourtant c'est bien moi qui ai mis un billet aller simple froissé dans ma valise vide. Pourtant, c'est bien moi qui ai mis la machine en marche et qui ai lâché les commandes. Alors les pistons font des va-et-vient et le chef de gare s'emballe, il crie comme un vieux CD rayé. Départ imminent, départ imminent, départ imminent. Un instant monsieur, juste un instant, rien qu'un instant. Car des panneaux éblouissants promettent des milliers de soleils. Mais ils nous mentent comme des arracheurs de dents, des destructeurs de maisons. Je voulais qu'on m'emmène au bout de la terre, c'est vrai, mais je ne sais plus si j'y crois au pays des merveilles. Être loin de sa terre, il me semble désormais que c'est ça la misère. Alors j'embrasse le sol, une dernière fois, et la bouche pleine de boue, les yeux gorgés de larmes, je monte dans le petit train qui amène ce gars du coin beaucoup trop loin. Et maman en avait coupé le cordon, et je me suis scalpé ce qui restait de mon nombril. Et à mesure que je m'éloigne, ton visage de neige et tes yeux flocons fondent. Ils fondent beaucoup trop vite, les paysages défilent, mais aucun n'est assez blanc. Parti à la conquête du monde, petit pirate voulait piller les rêves éparpillés au fond des océans. Mais les rubis sont jaloux des feuilles en automne. Les émeraudes sont fades face aux champs au printemps. Les saphirs n'ont pas pu voler le bleu du ciel d'été. Les diamants ne scintillent pas aussi fort que le givre.
alors que les souvenirs brûlants dans la boîte crânienne ne s'évaporent pas, que les liens longuement tissés ne se défacent pas et que les cicatrices soient plus saillantes que jamais, pour qu'on n'oublie pas tous les sorciers, les infirmiers. Et alors, je reviendrai, je vous le jure, je vous le promets. Sans carte ni boussole, je suivrai cours d'eau, fabriquerai radeau au contre-courant, remonterai source, traverserai plaine, transpercerai montagne, courrai sur océan, demanderai direction étoile si perdue, écouterai voix du vent, flairerai parfum conifère, retrouverai mon chemin, retrouverai le chemin.